monsieur, merci de nous rejoindre dans la discussion de ce matin. En Europe actuellement, les grands couturiers doivent être en train de s'affairer pour présenter les nouvelles tendances de l'hiver. À chaque moment, la tendance du jour, il y a même de vieilles tenues qui reviennent à la mode. Donc, tout le monde se presse pour connaître cette tendance pour ne pas être en retrait. Mais chez nous au Bénin, qu'est-ce que nous faisons concrètement? Est-ce que la mode nous intéresse? Sommes-nous à la mode? C'est quoi la mode? Quelle est notre identité en matière de mode et surtout, quelle est l'industrie de la mode béninoise? Voilà autant de questions. Mesdames et messieurs, vous l'aurez compris, nous parlons de mode avec cette thématique, la mode au Bénin, expression et identité. Voici mes invités. Alors, pour parler mode, j'ai convié des sachants pour ce premier plateau. J'ai avec moi Monsieur Ulrich Tassou, qui est un promoteur culturel. Monsieur Tassou, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Je vais super bien. Mais plaisir de vous avoir ce matin. Monsieur Gibran Nakpan, connu avec une autre casquette, mais là, il est entrepreneur mode. Bonjour. Bonjour. Madame Aurore de Suyovo, qui est modéliste. Bonjour. Oui, bonjour Angèle. Vous allez bien aussi? Oui, alors, pour le second plateau, j'aurai Madame Obiège Cloué, modéliste, et Monsieur Abdel Farid Allé, styliste, modéliste. Voilà donc mes invités du jour. Alors, qui est à la mode ce matin à travers nos tenues? Bon, moi j'ai un gros décolleté. Qui est à la mode? Personne? Monsieur Nankwan? Moi je dirais personne. Personne n'est à la mode. Tout le monde. À la mode. C'est la tendance. Personne et tout le monde. Oui. Ça veut dire quoi? En fait, aujourd'hui, quelle est la tendance? Voilà la grosse interrogation. Donc, si nous ne pouvons pas déterminer la tendance d'aujourd'hui, c'est que nous ne pouvons pas dire que nous sommes à la mode. Ah, c'est la tendance qui détermine la mode. Point d'interrogation. C'est encore avec une interrogation? Oui. Bon, oui, dites-moi, monsieur Tassou, je viens. Monsieur Tassou. Bon, qui parle de mode, parle de tendance, comme l'a dit monsieur Gibran. Donc, nous sommes certainement à la mode, je peux dire ça, parce que actuellement, c'est ce que la plupart des gens portent en ville, que nous avons porté ce matin. Donc, on peut dire qu'on est à la mode. Oui, oui, nous sommes à la mode. En tout cas, je vois des hommes, pas avec des tenues locales extra larges, parce que c'est près le corps. Et c'est la tendance actuellement, donc ils sont à la mode. Si on avait porté des habits qui n'ont pas de pinces, qui n'ont pas de tracé, qui ne sont pas près le corps, ça ne serait vraiment pas à la mode. Oui. D'accord. Bon. Nous sommes tous à la mode et personne n'est à la mode. C'est ce que je reviens. Non, mais on est à la mode. Oui. Bon, moi, je pourrais dire que c'est la tendance actuelle. Ce n'est pas. Est-ce que c'est vraiment la tendance actuelle? Parce que là, on est encore dans du oversize. Actuellement, on est en train de rentrer dans du oversize dans la tendance. Non, ah bon? Pas encore ici. Oui, même ici. Du oversize? Oui. Oui, ça se constate de plus en plus. Oversize en couture, peut-être en tenue. Même en couture. Même en couture, du oversize? Oui, bon? Même en couture. D'accord. On va approfondir cela. Mais le temps de clarifier les concepts, puisque ça semble déjà nous embrouiller. Monsieur Gibran Nankwan, c'est quoi la mode? Moi, je dirais que la mode, c'est une manière commune à un peuple donné ou à des personnes données. Une manière de se vertir, une manière de communiquer, une manière de se coiffer, une manière de vivre. Et pour vous, Madame de Zio? Oui, la mode, c'est une manière de se vêtir conformément à une époque donnée. Parce que la mode évolue. Donc, à chaque moment, ça mode. Plus on va avancer, on aura une autre mode. C'est comme le dimanche, mon garçon, je lui demandais de faire une coiffure à ras. Et il me dit, maman, ça là, c'est des choses d'antan. Maintenant, on laisse les cheveux un peu sur la tête.
et dit, je veux être à la mode. Nous, les parents, on a une manière de voir les choses. C'est vrai que quand on sort aujourd'hui, on voit la manière de se coiffer. Les hommes dessinent plus, laissent un peu plus de cheveux sur la tête et avec un modèle, le derrière un peu plus rasé. Alors qu'en réalité, si ce n'était pas la mode, on va faire simplement un ras complet et puis, bon, l'essentiel c'est de se coiffer. Donc, chacun essaie de faire les choses selon cette époque, ce moment donné-là. Peut-être après, on va encore passer à autre chose. D'accord. Et vous qui êtes promoteur culturel, donc il vous arrive d'organiser certainement des événements mode. C'est quoi la mode pour vous? La mode, c'est une manière de se vêtir dans le temps, parce que cela évolue au fil du temps. Donc, qui parle de mode parle également de la tendance actuelle, en fait. C'est ça, la mode. Ok. Alors, au Bénin, je ne sais pas si il nous arrive d'avoir des tendances. De manière globale, oui. Nous avons des tendances. Ça reste sur combien de temps? Disons, ça évolue en fonction de l'influence extérieure que nous avons. Spécifique à quel... le plus proche? Bon, est-ce qu'il y a de plus proche? Je peux donner un exemple simple. Le jour où le président Patrice Talon est monté au pouvoir, vous allez voir, quand il a taillé son costume, ou bien son tailleur a été fait sur mesure, tout le monde presque tous les hommes, actuellement, on a commencé par voir, bien que c'était une tendance, des pantalons sautés, des pantalons c'est-à-dire juste sur mesure. Des costumes bien serrés, des costumes bien droits. À un moment donné, ça a évolué comme ça et il y a eu un déclic avec des questions d'Agbada qui sont venues. Donc, disons-nous que nous n'avons pas de période parce que nous n'avons pas d'industrie ou nous n'avons pas d'événements ou nous n'avons pas en fait de système ou d'écosystème mis en place pour pouvoir influer sur la mentalité des gens, la manière de penser des personnes. Je donne encore un autre exemple. Actuellement, la dernière fois où Eto est passé, Eto a porté un Gucci, tout le monde a commencé par copier. Quand systématiquement Toufan a chanté Il a les way avec un peignoir, non? C'est un habit en forme de peignoir. Vous avez vu que chez les couturiers, beaucoup ont cousu ça dernièrement. Des jeunes, oui. Donc, ça évolue systématiquement en fonction de l'influence extérieure que nous avons. Mais ça prend source aussi de la culture. Notre culture. De notre culture, en fait. Et notre culture ici impose peut-être quelle... je ne veux pas dire quelle mode, mais quelle tendance? Bon, en fait, depuis toujours, je peux dire que c'est le pagne chez nous. Quand vous allez au Nigeria, ce n'est pas obligatoirement le was, le disco et qu'on sort. Quand vous allez même au Togo tout près, ce n'est pas si adopté le pagne. Même quand vous traversez, vous allez au Ghana, ce n'est pas aussi si adopté le pagne. Mais depuis toujours, c'est le pagne. Et ce pagne, en fait, fait partie des symboles de la dot. Donc, ça a déjà une connotation culturelle. Oui. Quand on veut parler de was, on se tourne plus vers le Bénin. Bon, le was n'est pas béninois non plus. C'est pas béninois, mais on se tourne, c'est collé au Bénin. C'est même pas africain. Nous en consommons. C'est hollandais. C'est hollandais en fait. Mais nous en consommons beaucoup. Et nous avons une industrie, c'est vrai, une industrie informelle qui alimente la sous-région, voire l'Afrique centrale en matière de confection. On a le fameux quartier Babo. Babo qui est quelque part à Cotonou, là, et dans la zone de Square Beto, là, où il y a beaucoup de brodeurs, il y a beaucoup de... Donc, quand on veut parler, par exemple, de broderie, on veut parler de couturier d'un certain type, on dit c'est le Bénin. C'est maintenant les autres pays ont commencé par apprendre. La culture, ça part de nos manières de s'habiller, la manière dont nos parents s'habillent. Et il faut avouer que les designers de mode interagissent beaucoup
pour créer la tendance, pour que les gens commencent par imiter. Parce que sans designer, il ne peut pas avoir en vérité de mode. Donc, c'est des gens qui revoient les albums photos d'antan, la manière dont les gens portaient les tenues locales, par exemple, bomba, hommes comme femmes, la manière dont les gens portent les vestes et autres, là, ici. Parce que nous avons nos manières déjà de nous habiller. Donc, partant de ces albums-là, ça nous renseigne un peu sur ce qui était déjà fait et sur ce qu'on peut ajouter. Parce que quand on ne crée pas la mode, en réalité, les couturiers, les stylistes et autres, enfin, le styliste, c'est vrai que c'est lui qui apporte l'innovation, c'est lui qui dessine, qui voit ce qu'on peut ajouter à l'existant pour pouvoir améliorer. Maintenant, l'objectif d'améliorer, d'innover dans la mode, c'est de pouvoir amener davantage la clientèle à pouvoir commander et s'habiller. Parce que si les gens, on ne crée pas. Aujourd'hui, on voit la majorité des tenues locales, il y a des pierres dessus, ça scintille partout. Les hommes aussi ont commencé par y ajouter un peu de trucs de pierre. Parce qu'au départ, on a dit, bon, est-ce que les tenues d'hommes peuvent avoir de pierre? Mais les stylistes, les tailleurs, les couturiers aussi ont commencé par designer ça. De sorte qu'on crée le mouvement, de sorte que quand quelqu'un n'est pas habillé selon ce qui se fait, il se dit, bon, je suis un peu en arrière. Et au-delà de ça, ça amène la plus-value dans ce que nous faisons quotidiennement. Au départ, les gens pouvaient faire les tenues locales simplement avec 500 francs, avant les bombas à 500 francs. Mais aujourd'hui, avec les garnitures, les pierres qui sont ajoutées, ça a monté jusqu'à 5 000, 7 000. Donc, ça a pris de la valeur. Donc, plus ça prend de la valeur pécuniaire, plus on entretient cette mode-là, on évolue pour que si tu avais fait avec une certaine dentelle avant, que tu puisses dire, ok, c'est la nouvelle formule, allons encore vers ça. Et ça entretient, ça amène les gens à coudre davantage et à inonder le marché. Mais ça part déjà d'un groupe de personnes qui le fait, qui sort, soit par les défilés de mode, des présentations qu'on fait. Et ça amène les gens à relayer la communication par la télévision ou par les médias sociaux, à voir, voilà, c'est comme ça. C'est comme par exemple le truc de Good Luck. C'était une manière de faire que Good Luck avait porté en son temps. Et les hommes ont commencé par adopter. Parce qu'au départ, les gens utilisaient beaucoup de tissus, au fait, pour coudre. Maintenant, les gens se sont dit, ben, avec 3 mètres, donc on peut faire le même truc. Donc, ça amène à réduire considérablement la quantité de paille que les gens amenaient. Et ça arrange ceux-là qui sont les clients. Donc, il y a une manière de s'habiller qu'on avait. On essaie d'apporter un peu de modification, d'innover un peu pour amener la tendance, créer la tendance, pour augmenter aussi l'économie au niveau des aujourd'hui, c'est le Good Luck hein, que tous les hommes peuvent. Même le boba presque n'existe pas. Bon, le boba traditionnel, ça arrive à résister à cette grande tendance. Sinon, c'est tout le monde. Même vous êtes en Good Luck, non? Même lui. Même lui, il est en Good Luck, voilà. Donc, plus personne ne porte maintenant en réalité bon, pas le was, mais le réel boba. Surtout les hommes. Le vrai bomba là, bon, c'est une coupe vieille déjà. On en trouve la coupe a quelques-unes. Et c'est là où, au fait, ça crée encore la tendance après. Parce que il y a d'autres qui, bon, quand l'avènement de Good Luck est sorti, ils ont commencé par réduire leur bomba, pas coudre de nouvelles. Mais il y a d'autres qui avaient un tas de tenues dans leur armoire, qui n'ont pas l'argent pour coudre. Donc, du coup, ils ont sorti un peu pour aller réduire. Mais il y a d'autres qui sont les vieux, qui ne sont pas souvent tendance dans quelque chose et qui ont conservé cette forme de bomba, les bras larges, tout est un extra là, et qui sortent. Et finalement, ça crée encore une autre tendance parce qu'un jour, bon, ils sortent et puis ils sont bien jolis. Et on se dit, mais pourquoi ne pas aller faire encore ça? Donc ça revient, ça redémarre, ça repart, ça revient, ainsi de suite. D'accord. Alors, quelle est l'identité précise? On a parlé de cette influence du Nigeria sur donc l'identité de la mode béninoise, mais proprement, en dehors du bomba, reconnu, je vais dire presque la marque déposée du Bénin, quelle est l'identité du Bénin en matière de mode, Monsieur Tosso? L'identité du Bénin en matière de la mode. Ou l'identité de la mode béninoise, c'est la même question. Franchement, le Bénin n'a pas encore vraiment son style, à part le bomba d'antan. Sinon, tout le reste, c'est juste du méli-mélo, on fait du copie-coller. Donc, on ne peut pas vraiment dire que le Bénin a vraiment son style. Non, en fait, c'est compliqué, hein, parce que, disons-nous que le Bénin a un style.
mais un style hérité des peuples. Parce qu'il faut prendre l'histoire en fait du Bénin. Il y a d'abord le peuple Yoruba, le peuple Nago qui est d'une ère donnée. Et comment on appelle? Oui, d'une zone donnée. Il y a le peuple d'Adjatado, non? Qui a créé le royaume d'Abomey, qui est d'une zone donnée. Donc, il y a le peuple, ceux du nord, qui se sont répartis en deux, ceux qui sont venus du Burkina, ceux qui sont venus de la zone du Niger. Donc, tous ceux-là, tous ces peuples-là avaient déjà une identité. Donc, fusionner, ça donne quoi? Ça ne peut rien donner en fait. Ça donne des choses. Comme quoi? On voit par exemple, bon, aujourd'hui davantage, le peuple béninois, enfin les femmes s'éloignent. Sinon avant, quand on prend nos mamans, elles s'habillaient dans des trucs complets par jupagne, avec un rose, il n'y avait pas les pinces dedans pour faire près le corps. Donc, c'était femme mariée, tu dois mettre un truc jupagne. Mais c'était toujours le beau avec les tenues dames là. Et on met un autre pagne dessus. Donc, c'était une identité de femme béninoise. Maintenant, quand on parle, c'est-à-dire ça fait écho d'une région à une autre. Quand on va à Abomey, les gens d'Abomey ne mettaient pas des tenues, ils mettaient des pailles pour nouer jusqu'à la poitrine. Quand on part davantage dans le nord, leur manière de s'habiller encore s'éloigne. Parce qu'ils laissent plutôt, enfin, j'ai fait un peu le nord. Tu vois, plus les gens culturellement, ils ne s'habillent pas de haut, mais ils mettent seulement les pailles au niveau de la taille vers le pied. On voit plutôt cette manière de s'habiller. Et quand on va vers les peuples qui ont une culture musulmane, plutôt tout est couvert. Donc nous avons une identité qui progresse, qui évolue selon la valeur culturelle qu'on a. Et on a le Achoke aussi. C'est vrai, ça a une résonance. Est-ce que c'est béninois? Un peu Yoruba. Comme, c'est-à-dire, c'est le peuple nigérien qui n'est pas loin du Bénin au niveau de Yoruba. Donc, c'est l'Afrique au fait, c'est pas Bénin. C'est tout l'Afrique qui a cette manière de s'habiller avec les pailles qui quand même est reconnue de cette manière-là. De sorte que quand on va, par exemple, on côtoie ceux qui sont à l'Occident et on met tout complet paille, eux, ils trouvent ça un peu trop extravagant. Et ils trouvent que non, mais l'Africain s'encombre un peu, enfin l'Afrique noire, je veux dire, s'encombre un peu, alors que c'est nos manières de nous habiller. Des gens qui parlent de Convo, par exemple, ont aussi la manière de coudre. Quand on va vers les zones de Parakou, quand on dit, ils ont leur manière de faire des longs trucs avec des pailles tissées. Et c'est leur identité culturelle. Ça fait que quand tu voyages, tu vas dans ces zones-là, on est obligé d'acheter ces habits-là, de repartir. Et quand on porte ça dans le sud, on sait que voilà, tu as été dans le nord, où on sait exactement là où tu as quitté. Quand on va à Abomey, on achète par exemple les pailles tissées toujours, mais on dessine les trucs de royaume dessus avec un complet pantalon qui n'a pas trop de couture. C'est pas souvent près le corps, mais c'est un peu large façon là. Et on sait que ok, c'est à Abomey seulement. On vend ces habits là et on l'achète et on porte ça pendant des périodes un peu stratégiques pour sortir, pour quand même sortir sa tête, voilà, que je suis culturellement habillée. Donc, l'Afrique ou bien l'Afrique noire a une manière de s'habiller et nous avons nos manières de s'habiller parce que cette question m'a rappelé un truc, la soutenance des élèves couturiers, stylistes la dernière fois, et ils avaient seulement pris pour photo des photos des Blancs pour faire la soutenance et c'était comme si nous n'avions pas une identité culturelle en matière de mode. Alors que nous en avons, peut-être, il faut repartir dans les photos de nos parents simplement et on se rend compte qu'ils n'étaient pas nus en réalité. Les pantalons bas que les parents portaient, c'était dans les photos, ils étaient tout fiers avec. Et ça date d'un exemple. C'était la mode de l'époque. C'était la mode de l'époque. C'était les balles poussières. Voilà, que mon papa me avec le nappy totalement assumé. Actuellement, c'est avec beaucoup plus les femmes constamment, on appelle ça palazzo. C'est revenu sous forme de palazzo. Palazzo, c'est ça. Alors qu'en temps, c'était pas palazzo. Donc, c'était une mode pour les hommes. En clair, au fait, notre identité en matière de mode, elle est multiple. Elle est multiple. Monsieur Omavi, donc, il nous disait en fait que c'est lui qui avait proposé le premier modèle de Woodlock et il l'a adopté. Mais parce qu'il se disait quoi? Il ne voulait pas porter un costume.
il voulait quelque chose qui est fait en tissu de costume, mais qui l'amène en fait comment on appelle, à être relié à son identité, c'est-à-dire à sa culture. Donc, il a pris le tissu de costume pour pouvoir faire ce modèle que nous appelons Good Luck aujourd'hui. Donc, c'est ce qui a donné du top, parce que tout le monde en fait cherchait qu'est-ce qui peut me permettre d'aller au boulot sans pour autant Mettre un costume. Mettre un costume. C'est ce qui a fait que beaucoup ont adopté le Good Luck et qui est devenu tendance, et je ne pense pas qu'il peut disparaître du jour au lendemain. Parce que jusqu'à aujourd'hui, depuis que ça a été créé, jusqu'à aujourd'hui, on voit plus de formes. Même les costumes aujourd'hui vont s'allonger de manière à ressembler un peu au Good Luck. On fait des Good Luck avec des manches costumes. Comme moi je fais dans mon atelier actuellement, j'ai un tailleur, c'est-à-dire un costumier qui fait des Good Luck avec des manches costumes. Des Good Luck qui sont cousus, qui n'ont pas les pinces de costume, mais qui ont même parfois, pour lesquels on enlève même la cambrure, comme les costumes. Des Good Luck qui sont doublés entièrement, comme les costumes. Des Good Luck même auxquels tu peux faire des poches intérieures, comme les costumes. Donc, ça évolue. Mais à l'apparence, quand l'intéressé le porte, tu vois que c'est un Good Luck. Mais au fond, c'est un costume, c'est intérieur. C'est-à-dire, c'est l'évolution de l'albacos. C'est-à-dire la tenue que nous appelons albacos. Là. Non, je ne connais pas. C'est-à-dire celui qui est sachant. Parce que dans le métier de la mode, le commun des mortels ne remarque pas. Mais quand par exemple on est styliste, modéliste, et puis tu vas dans un grand défilé, tu sais la différence. Parce qu'un habit qui a été doublé est lourd. Quand on regarde à l'apparence, on sent que ceci là c'est différent de l'autre. Mais le commun des mortels... Même le choix du tissu est différent. Parce que s'il faut doubler, il faut choisir un type de tissu. Donné. Maintenant, quand je vois le modèle de celui qui est mon frère qui est là-bas, c'est Good Luck, mais c'est designé autrement. C'est-à-dire le créateur a progressé. Parce qu'il y a déjà des tissus qui rentrent. Au départ, Good Luck nigérian là, c'était pas comme ça. C'était tout uni. Oui, sans rien. Oui, c'était tout uni. Donc, c'est Good Luck, certes, mais ça évolue. Le problème qu'on a aujourd'hui en Afrique qui fait que ceux qui sont à la base des créateurs ne gagnent pas leur créativité. C'est un peu ce qu'il a dit là. C'est-à-dire, le créateur a fait, si c'était en Europe, et voilà, tu as habillé, c'est pas la reine, c'est pas quelqu'un là. Celui que tu as habillé va préciser que c'est fait par telle personne. Ça fait que ça te donne de l'argent. Ça rehausse ton identité et ça prouve que tu fais quelque chose dans la cité. Maintenant, en Afrique, bon, les modèles, le créateur, rien n'est apparemment signé, c'est vrai. Il y a Lolo Andoche qui signe. Quand tu vois les coupes Lolo Andoche, tu sais, c'est des trucs rayés, mais il fait toutes ces coupes en biais. Je pense que peut-être tout le monde ne comprend pas. Mais quand on voit en même temps, c'est que ceci, c'est elle qui a sorti ça et les gens l'adoptent, de sorte que ça porte le nom du créateur qui a été à la base de ça, qui quand même continue à créer et à alimenter le marché de la mode. Vous avez signé votre robe? C'est vous-même qui l'avez coupée? Oui, mes robes, généralement, c'est vrai, j'aime bien faire les pièces uniques, par exemple. Quand j'ai des grandes sorties, je fais que des pièces uniques. Et c'est quand je vais à des endroits qu'on me dit, bon, tu vas me répéter ça. Quand je n'ai pas le temps, des fois, je remets le modèle à ce que quelqu'un aille faire. Et la plupart de mes expériences, les gens ne réussissent pas. Parce que quand je fais mes coupes, j'ai une manière de couper qui fait que si je n'explique pas, tu ne pourras pas le faire. Donc, les gens me reviennent pour dire, bon, il faut que tu le fasses. Parce que je veux que souvent mon nom sorte. Telle personne qui l'a fait, qu'il constate la différence entre ce qui est souvent fait et ce qui a été fait. Voilà. Moi, j'ai une petite question, avant qu'on évolue. Le nœud, là, c'est pour exprimer quoi, en fait? Parce que c'est ce que les stylistes font, on ne comprend jamais les modèles, on se demande même qui veut porter. Pour ça, on peut porter ça, et vous l'avez même très bien porté. C'est une tenue de soirée. Oui. Avec ce nœud-là. Avec ce nœud-là. Il vient ajouter quoi au style, en fait? Ça amène un peu de style, c'est une manche asymétrique. Par exemple, on a voulu utiliser le tissu là. Parce que moi, je n'aime pas, par exemple, porter le wash complet. J'aime souvent designer ça dans une autre qualité de tissu.
Donc, du coup, ça montre qu'on peut toujours porter. Tu vois, c'était l'histoire de ce modèle, par exemple. Ils ont pris ce tissu-là, c'est wax, Flisco. Et je leur ai dit, voilà, moi, je ne veux pas porter tout ce que tout le monde a porté. Est-ce que je peux avoir 1 mètre de ça pour faire quand même être avec tout le monde dans le même style? Donc, c'est là où j'ai créé ce modèle de soirée. Et j'ai pris le tissu que tout le monde a porté pour en faire un nœud. Et j'ai fait le nœud suffisamment grand pour qu'on ne dise pas que je ne suis pas dans la même idée de pensée de paille que les autres. Donc ça a créé la différence et ça m'amène aussi des clients en même temps. Parce que c'est 2 choses qu'il faut aussi faire. Il ne faut pas faire pour faire, il faut faire pour se faire remarquer. C'est pourquoi le nœud est suffisamment grand. On ne peut pas le louper. C'est comme le nœud. Déjà de comme moins le au nœud point, de c'est la ce qu'on figure. voit le plus. On ne voit que le nœud. Hein. Voilà. Surtout les créateurs, ils sont dans une certaine pensée qu'on ne comprend pas. Et, quand ils accouchent ça, qui va porter ce truc? Vous allez voir des images tout à l'heure qu'on va commenter à la fin. Oui, je demandais la tendance actuelle en matière de vêtements femmes ou en matière de coupe femmes. C'est ça qui nous a envoyé dans ce développement-là. Ok, en matière de coupe femme aujourd'hui au Bénin, on voit beaucoup plus les trucs. Bon, est-ce que c'est bomba, je vais appeler. Bon, c'est pas bomba, mais c'est coupé avec les tissus. On fait de telle manière qu'on met des petits pieds dedans qui brillent. Je ne connais pas vraiment le nom. Ceux qui sont mieux placés sont là pour me dire le nom. Mais on voit beaucoup plus de pieds dedans. Les femmes, il y a 2 styles actuellement que moi je constate. Il y a des coupes chemisiers qui ont commencé par naître. Il y a des découpes, des tailles, c'est-à-dire la pince là, la taille princesse là. C'est-à-dire il y a une pince, la pince qui sort la poitrine. Ah, comme la mienne. Donc il y a cette pince là. Non, ça c'est vous ne l'avez pas. En fait, ça part toujours de la manchure vers la taille. Okay. Vous allez voir que chez Madame il y a ça. En fait. Donc il y a mais ça ce n'est même pas encore ça parce que c'est des pinces où quand on te fait la découpe et qu'on te dépose ça sur la table, tu vois en même temps les seins. Tu peux toucher comme ça en même temps. Parfois, certains collent, comment on appelle, on toile ça. Ouais. On toile ça à l'intérieur pour que ça se gonfle. Donc, même sans soutien, on peut porter. On peut porter. On met des mousses à l'intérieur. Ok. Ouais. Donc, c'est la coupe actuelle. C'est-à-dire, si je comprends la question, côté modéliste. C'est la coupe actuelle qui est en vogue. Mais si ce n'est pas ça, c'est qu'on part sur carrément des découpes chemisiers, c'est-à-dire le patron de base, simplement. Et qu'on allonge. Donc ça fait un peu du oversize, mais ce n'est pas totalement du oversize. C'est-à-dire, ça ne taille pas, quoi. Ce n'est pas tight. On va en trapèze, souvent en robe trapèze. D'accord. C'est-à-dire quand on voit les pinces françaises, c'était sorti. Mais aujourd'hui, on va vers plutôt les trucs plus relax. Donc, on est en train de quitter un peu les poitrines parce que les poitrines sont nées du fait qu'il y a beaucoup de mamans quand même qui ont déjà fait des enfants, qui veulent toujours porter des tenues qui sont en forme de jeunes filles. C'est ça qui a amené les pinces françaises. Et ça a été en vogue jusqu'à un moment donné. Mais ça crée le corps. Ça fait que quand on sort avec ça, c'est un peu trop embouteillé. Et aujourd'hui, on va vers plutôt des modèles plus relax. Parce qu'on veut encore être plus relax. Il parlait d'oversize depuis le matin. Oui, c'est pourquoi ça pousse vers je veux m'habiller. C'est comme moi, ces temps-ci, je n'aime plus porter les seins. Non. C'est là, les pinces là, par exemple, que tu as mis là, sont revenus un peu. Non, mais ça laisse un peu plus relax. Et ça intéresse les gens. Disent oui, maintenant je ne veux plus m'embouteiller dans une tenue, je peux insérer avec les pinces dessinées, je veux être encore relax. Donc c'est la tendance actuelle. Au niveau des hommes, ils portent le good look, mais ils designent ça comme ce qu'il a mis par exemple, les 2 couleurs là. Ça, c'est une signature, c'est une marque. Ça peut plaire à quelqu'un s'il sort pour dire voilà, c'est ce qu'il a porté sur le plateau que je veux faire. Parce que ça attire encore l'attention. Ça veut dire que le good look qu'il y avait, on peut designer ça d'une manière, d'une autre. Parce que c'est osé au fait. Hein. Les gens au départ n'arrivaient pas à oser interagir avec 2 tissus. Mais il faut encore un sachant pour mélanger les couleurs dans un tissu. Parce que quand on ne travaille pas sur le choix
la qualité de la matière. Quand tu amènes ça au pressing, ça se mélange et tu ne porteras qu'une seule fois. Donc, du coup, c'est les sachants encore qui peuvent faire ces mélanges, savoir quelle qualité de tissu tu peux mélanger avec quoi. Donc, c'est là les petits tissus qui sont sortis, par exemple, qui sont tellement moins chers, sont beaucoup utilisés subtilement aujourd'hui pour les mélanges de tissus, parce que ça ne déteint pas. Alors que si c'est Wax Visco, par exemple, tu mets ça dans un truc tout blanc, c'est pas évident. Tu vas porter seulement suffisamment une seule fois, et quand ça passe à l'eau, c'est fini. Bravo les dégâts. Donc, c'est le choix de la matière pour le mélange des couleurs. Parce que beaucoup, quand ils observent, ils croient souvent que c'est facile. Ok, je peux amener ça à quelqu'un qui va me reproduire ça. Mais quand ils amènent et puis on ne réfléchit pas profondément sur comment ça a été fait, quelles sont les réflexions qui ont été à la base, quelles sont les matières qui ont été choisies, pour quels critères, pour que ça dure. La personne peut bien faire, mais après le client s'énerve et dit voilà ce qu'il m'a fait, tout est mélangé. Parce que la personne au départ n'a pas ces petites notions-là. Aussi, je vais compléter quelque chose. Il y a certains clients qui ne comprennent pas l'esprit du design. Bien sûr, c'est ça que je vous disais. Vous allez prendre le tissu de 1000 francs et mettre ça dans une tenue pour un client. De manière fine, il va te dire que ce tissu-là ne coûte pas cher et que lui ne peut pas porter quelque chose avec ce tissu-là. Il ne comprend pas. Ils ne comprennent pas l'esprit de la mode. En fait. Il y a beaucoup de clients qui sont comme ça. Non, mais Vous voyez? Mais pour comprendre, il faudra leur expliquer. Oui, Est-ce qu'on comprend la mode? Mais chacun porte ce qu'il a envie de porter. Moi, il n'y a pas une tendance imposée réellement. J'ai eu le temps, par exemple, de voir certains Nigérians qui, quand tu viens dans leur boutique, c'est-à-dire dans leur atelier, dans leur fashion house, qu'est-ce qu'ils font? Il y a le styliste là, tu t'exprimes, tu dis je veux ça. Lui, il est en là, il dessine. Le styliste finit le dessin, il dit c'est ce que tu veux, tu déposes le pack. Il va te dire que lui le fait avec ce qu'il a comme matière. Donc quand il te livre, tu n'as pas dit non, telle matière n'est pas bonne. Non. Tu es déjà informé. Tu es déjà informé à la base. Ça va créer des histoires. Non, c'est en fait, dans la matière de la mode, il faut expliquer. Parce que chaque chose qu'on veut, au fait, quand tu n'expliques pas au client, il ne peut pas comprendre. Il y a par exemple beaucoup de designers de mode, tu t'habilles bien, la personne trouve que si c'est seulement pour vous, là, vous faites ça bien. Parce que la personne a une certaine confiance dans ce qu'il fait déjà et arrive à sortir. Donc, quand les gens commandent, on leur explique que voilà, telle paille mélangée à ce que tu as amené là, ça va mélanger ton tissu à la fin. Quand on leur explique ça, ils comprennent. Il y a par exemple des modèles qui sont sortis, qui sont à la mode. Et il y a des clients qui viennent, par exemple, qui font ces choix-là. Moi, je prends d'abord, parce qu'il faut être conseil, il ne faut pas coudre pour coudre. Moi, je n'aime pas, par exemple, tu cours et puis la personne ne porte pas, moi, ça ne me plaît pas. Donc, je prends le temps, je lui dis, bon, le modèle que tu as choisi par rapport à ta morphologie, c'est pas évident. Tu ne seras pas belle dedans. Donc, quand je t'explique ça, ça amène les gens à dire, ah, ok, propose-moi alors ce qui sera bon. Ok, j'ai confiance en toi, que ce que tu vas faire, tu vas réussir. Et ça amène dans la coupe à bien faire et à faire ça posément. Parce que quand tu dois faire une certaine coupe et tu as peur du résultat, qu'est-ce que les gens vont penser, ça amène à ne pas bien faire finalement et à rater complètement le modèle. Donc, il faut une certaine confiance qui s'établit premièrement. Ok, je vais utiliser ça. Comme ça, ce qui est sûr, tu auras la qualité de tissu. Parce que les tissus, en réalité, aujourd'hui, c'est tellement imité qu'on ne sait pas quelle forme de tissu on a utilisé. Si on ne t'explique pas, si c'est bien fini, si c'est bien tracé, là, on ne saura pas. Mais en même temps, si c'est wax, on saura. Parce qu'on sait que wax, naturellement, tu achètes, même si c'est cher, tu mets ça dans l'eau, ça prend une multitude de couleurs. Donc, à force d'expliquer, ça clarifie et ça amène moins de palabres aussi à celui qui l'a fait. Bon, est-ce que c'est ça l'esprit aussi? C'est ça, ce sera la question. Parce que le créateur, il est dans son esprit. Est-ce qu'il faut forcément qu'il explique? Le créateur, d'habitude, pour la plupart de ceux que moi je connais, s'impose leurs résultats. Simplement parce que c'est leur œuvre. Il n'impose pas leurs résultats en fait aux clients. En fait, le créateur, c'est comme celui qui dessine un tableau. Vous voyez? Oui. Le tableau est là, il dessine. C'est lui qui comprend ce qu'il est en train de faire. Il donne une âme à ce qu'il fait, au fond. Maintenant, la tendance, c'est quoi?
au Bénin et dans beaucoup de pays, on prend l'Android, on choisit déjà le modèle. C'est ça. Vous avez tellement... On te choisit des tissus bizarres. Vous avez tellement fait ça. C'est-à-dire, le gars vient avec un tissu où toi-même tu regardes le modèle, tu te dis que le tissu ne peut pas faire le modèle. Mais le gars te dit non, c'est ce qu'il veut. Quand tu comprends les accessoires qu'il faut utiliser, parfois tu arrives à traiter un peu le tissu et à tendre vers ce que ça doit être pour faire le modèle. Genre, le gars t'amène un tissu en polyestyrène, c'est-à-dire très léger et comme ça. Et il veut un modèle en fait qui doit avoir un aspect lourd. Donc, ça marchera pas. C'est pas évident. Même si tu prends toile tailleur, c'est-à-dire les toiles tailleur, les thermocollants, pour pouvoir coller, ça dépend du type de thermocollant qu'il faut utiliser. Parce qu'il y a des thermocollants en nylon, en polyestyrène, qui vont avec ce type de tissu, qui sont plus légers que des thermocollants lourds, qui vont dans les costumes. Même dans les costumes actuellement encore, c'est encore, comment on dit, il y a beaucoup de types, quoi. C'est encore par type. Donc, il faut faire très attention. Je retiens essentiellement que la mode au Bénin a une identité, mais pas une seule, pluri-identitaire. Donc ça dépend des ethnies, ça dépend des cultures. Maintenant, pour sortir de ce plateau, sommes-nous souvent classiques, tendance ou dans l'intemporalité au Bénin? C'est difficile à dire, la façon dont vous réfléchissez. Classique, tendance ou dans l'intemporalité. Je pense qu'on est dans l'intemporalité parce que la mode existe déjà et on essaie juste d'apporter d'autres touches. La mode ou le style? En fait, le style existe. Je ne sais pas, moi je demande si c'est vous les sachants. C'est le style qui est dans l'intemporalité en fait. Okay. Parce que la mode, c'est quelque chose qui passe avec le temps et à chaque fois, quand le style est là, on essaie juste d'apporter, de corriger. Donc actuellement, on est dans l'intemporalité. Oui, dans l'intemporalité. D'accord. Oui, madame, oui, je dirais ça dépend des modèles. Il y a des modèles, par exemple, tu prends des costumes, si c'est bien taillé, et puis tu as acheté même depuis 5 ans. Parce que 5 ans, c'est une certaine mode qui existait il y a 5 ans, et aujourd'hui, c'est une autre mode. Mais si tu as fait le tailleur là, et c'est bien fait depuis 5 ans, tu peux toujours porter. Donc, il y a de ces modèles, ça là, par exemple, j'ai fait ça depuis 2 ans, et je porte ça, personne ne dit, voilà, tu es démodé. Parce que ça sonne toujours. Parce que quand on parle de l'intemporel, c'est ce que tu as fait que tu peux tout le temps porter. Et on ne sent pas si tu es bien dedans. Quand on prend par exemple les gens qui ont bomba, il y a un bomba qui est demeuré dans l'intemporel. Tu ne mets aucune pierre, tu fais ton bomba propre là. Tu sors. De 500 là, enfin d'avant là, non? Oui, d'avant là. Tu sors, tu es bien reçu et personne ne dit que tu n'es pas à la mode ou tu es à la mode. On ne te cale pas. Mais par exemple, les bombas aujourd'hui qu'on fait les grillages partout là, à un moment donné, ça va disparaître. Et si jamais tu apparais avec bomba, là, tu n'es pas intemporel, c'est cyclique. Et chaque fois, bon, c'est vrai, ça permet aux stylistes de travailler quand même. Parce qu'au crée, on te met dans la catégorie de tu es démodé. Donc, si tu es démodé, pas chez le couturier, tu vas faire un autre. C'est psychologique. Donc, il y a des trucs qui sont aussi classiques, qui ne changent pas. Les pantalons des hommes, c'est classique. Hein? Depuis toujours, c'est le même pantalon qu'ils portent. Hein? Merci beaucoup. Alors, il y a des gens qui nous attendent. En l'occurrence, Madame Obiège Chloé, qui est modéliste, et également Monsieur Abdel Farid Allé, qui est styliste, modéliste. Alors, Monsieur Nankwa a demandé à partir parce qu'il a plusieurs rendez-vous à honorer. Je vais installer mon second plateau. Monsieur, allez, styliste, modéliste, venez, je veux bien voir. Montrez-nous un peu ce que vous avez porté et vous allez nous expliquer. Tournez, faites un défilé de mode. Vous êtes styliste, donc voilà. Je ne sais pas le modèle, je ne le connais pas. Vous allez m'expliquer le tissu, le style, puisque c'est vous qui avez créé votre affaire là. Venez vous installer ici. Et Mademoiselle Obiège Chloé, venez aussi, vous allez montrer. Là, c'est un dating féminin. Tournez. Mais c'est joli, hein? J'adore le tissu. Installez-vous, vous allez me le faire. Pourquoi pas?
Installez-vous confortablement. Et madame, évidemment, qui m'a déjà expliqué l'esprit de son gros nœud, pas papillon, et de son gros nœud. Alors, merci d'être là. Bonjour à vous, madame Clouet. Bonjour Mademoiselle madame. Clouet, vous allez bien? Ça va très bien. Alors, expliquez-moi l'idée de votre tenue là. Ok, bon. C'est un dantiki Ok. et en même temps un agbada. C'est deux styles mélangés à cause de ce que je vais faire ici, à cause de cette couture-là. Donc souvent on voit les encolures d'agbada, c'est un peu décalé du côté droit pour les femmes. Mais moi j'ai décidé de le faire comme ça avec une petite broderie. Donc c'est un peu ça. Et ça, c'est quoi? C'est une tendance que vous avez voulu imposer? Oui, parce C'est que... votre œuvre, c'est vous qui avez eu l'initiative, c'est ça? Hein? Oui, c'est bien ça. Mais on peut voir déjà des copies dans les villes. Ouais, C'est possible. ouais. Mais le tissu, c'est quel tissu? C'est le canevas. Voilà, c'est C'est le pain canevas. tissé. C'est le pain tissé. Un autre modèle. C'est assez joli. Hein. Merci. Voilà, c'est assez joli. Ah non, de l'autre côté. De l'autre côté, voilà, c'est bon. Alors, c'est à vous, monsieur. Allez, votre idée à vous, c'est quoi? Alors, moi, je me suis basé sur du bomba traditionnel, normal, un peu modernisé, comme les bombas que l'on fait récemment. Maintenant, vu que je suis plus passionné par les tenues américaines, j'ai voulu donner une touche un peu américaine sur la tenue. Tout- C'est ce qui explique les lacets? Bon, pas que les lacets. Ah. Non seulement la tenue est légèrement oversize, le pantalon est un peu large. Il y a des bandes dans le pantalon, des touches. Si vous remarquez bien, vous verrez qu'il y a du blanc Oui, ici. il y a qui le sort, blanc ici. voilà, qui n'est pas du tout dans le tissu en question. Qui n'est pas du tissu en question. Ah, c'est- on le remarque à peine. Ah, donc c'est le blanc du lacet, au fait. Non, il y a le blanc du lacet et il y a une matière blanche Que qui vous avez est rajouté au apportée, tissu. voilà, au tissu. Donc j'ai un peu combiné le modèle américain au modèle traditionnel africain. Bon, excusez-moi, oui. les lacets me rappellent un peu les chaînes qu'on mettait aux esclaves. Bon, aux esclaves. Non, en fait, c'est la manière dont vous les avez noués ici Oui, qui prête peut-être. Bon, qui donne cette c'est aussi idée. c'est aussi une autre façon de voir ça. C'est une autre façon de voir cela. Sinon, ce n'est pas dans cette idée, moi je l'ai fait. Ce n'est pas dans cette réflexion, je l'ai fait. D'accord, vous voulez rester béninois, mais américain au même moment. Voilà, et voilà, c'est un peu apporter une touche particulière à la chose. Alors, Exactement. merci donc de nous avoir présenté C'est moi. vos œuvres respectives. Alors, nous sommes en train de parler de la mode là. Nous avons essayé de parler de l'identité de la mode béninoise. On a fini par conclure qu'il y en a plusieurs. Et alors là, nous sommes là pour parler cette fois-ci de l'industrie de la mode béninoise, s'il existe une industrie et quelle en est la chaîne de valeur. Alors, voilà, on va commencer par vous peut-être. À moins que vous ayez quelque chose à rajouter sur la mode béninoise et les tendances classiques, intemporelles, l'identité, etc. Bon, à ce sujet, je pense que mes devanciers l'ont bien clarifié. Personnellement, je ne peux dire qu'elle a un principe pur. Je dirais qu'elle est diversifiée. Il y a certaines ethnies, je veux dire, qui se rattachent plus à leurs valeurs. Ce qui fait que on est plus intemporel dans ce secteur. Il y a certaines personnes qui sont plus ouvertes d'esprit. Ce qui fait qu'on est à la fois classique et tendance. Donc, je ne peux préciser le type de style que le béninois a précisément. D'accord. Alors, l'industrie, on en parle. Alors, concernant l'industrie, honnêtement parlant, on ne peut dire qu'il y a une industrie vraiment au Bénin. Certes, il y a un ministère du Bénin qui a lancé un projet qui industrialise vraiment nos valeurs. Mais dire clairement qu'on a une industrie béninoise, je ne peux le dire personnellement. D'accord. Madame Chloé. Je rejoins ce que le monsieur a dit, puisque si nous allons parler d'une industrie de la mode, ça n'existe pas encore au Bénin. C'est vrai que ça va venir dans le futur, mais industrie de la mode, vraiment dans son entièreté, nous n'avons pas ça encore au Bénin.
Quand on va à Tokpa aujourd'hui, il y a un endroit où les dames font beaucoup les mêmes modèles. Parce que industrialiser, c'est réussir à répéter le même modèle et proposer aux clients. Donc, il y a de ces modèles aujourd'hui qui sont faits au Bénin, hein, que les gens produisent en quantité. Peut-être pas avec la machine, parce que c'est les hommes aussi qui travaillent avec les machines de toute façon. Mais ces modèles sont répétés en quantité parce que ça quitte l'unicité. Et ça m'a fait indigner un peu la dernière fois. Parce que le prix que j'ai vu affiché était un peu bas. Et je m'étais demandé, mais avec tout le travail, tout le tissu qui est apporté, pourquoi le coût est aussi bas? Donc, il y a une industrie au Bénin, on peut dire, mais ça reste encore à travailler pour que ça soit fait par peut-être beaucoup de personnes. Parce qu'aujourd'hui, il y a plutôt, bon, il y a le sur-mesure qui est beaucoup, les gens veulent quand même avoir leur couturière qui leur fait leur modèle et ils vont porter. Mais aujourd'hui, il y a un phénomène qui a commencé, enfin, le phénomène qui a dénoté un peu vers l'industrialisation des tenues, c'est le manque de véracité dans le timing pour rendre les tenues. Quand les gens commandent les tenues et le temps de prendre ça, ils n'arrivent pas à rentrer en possession de leur tenue. Ça les pousse à aller vers le marché pour se demander, est-ce que je peux trouver une tenue comme ça qui est faite déjà à acheter? Et ils en trouvent et ils en achètent. Donc déjà, il y a un pan de l'industrialisation qui est déjà là. C'est déjà un début, mais qu'est-ce que vous attendez concrètement en matière d'industrialisation de votre côté? L'industrialisation, c'est que beaucoup prennent et que c'est vrai que le côté pas trop intéressant de l'industrialisation, c'est le coût. C'est le coût. Et bon, les gens sont exigeants un peu sur peut-être la qualité, mais ils ne sont pas prêts souvent à mettre le coût. Et ça amène à chuter la main-d'œuvre, en fait. Parce que les gens, tu vas travailler un peu plus pour le même travail. Mais aujourd'hui, c'est vrai, ce qu'on est en train d'observer aujourd'hui va nous amener davantage à ce niveau d'industrialisation parce qu'il y a beaucoup aujourd'hui qui sont en train de faire les formations en couture. C'est ouvert. Avant, ce n'était pas ouvert comme ça. La couture était réservée pour ceux-là qui n'ont pas été beaucoup à l'école. Et c'était psychologiquement bloqué comme ça, où les parents ne voulaient pas payer une formation en couture pour quelqu'un qui a eu le bac. On dit non, non, c'est ceux qui n'ont pas été à l'école. Ça avait ralenti un peu, ça a protégé un peu le milieu. Mais aujourd'hui, au Bénin, il y a tellement d'écoles de couture. Et toutes les filles, enfin, beaucoup de filles et garçons qui ont étudié, aujourd'hui, ont la liberté d'aller faire la couture. Donc, du coup, ça a créé un nombre. C'est en train de créer un nombre de main-d'œuvre qui va les amener aujourd'hui à se faire embaucher parce que l'industrialisation aussi, c'est ça, à se faire embaucher par d'autres qui ont des moyens pour les payer comme des ouvriers, parce qu'il y a ce schéma-là, et qui vont être peut-être payés par heure, mais il faut que ça soit bien organisé pour que ça ne tombe pas dans l'exploitation de l'homme. Parce que tu as beau travailler et tu ne gagnes pas de tout ce que tu fais, ce côté de l'industrialisation n'est pas intéressant. Donc, il faut d'abord revaloriser le travail qui est fait et regarder le timing pour que ça soit structuré, pour que ces modèles soient aussi signés. Parce que l'industrialisation dans l'anonymat ne nous arrange aussi pas. Les autres pays qui ont été industrialisés quand même, enfin, ils sont dans la mode, ils nous envahissent par les modèles qui viennent de Lomé des fois. On voit la signature quand même, celui qui a fait ça, le nom est derrière. Mais les modèles qui sont faits ici, qu'on retrouve au marché, on ne voit pas une signature derrière. Donc ça ne sort pas l'identité de l'origine. On ne sait pas qui a fait ça, ça a quitté où. Donc ça n'exporte pas. Ça ne représente pas le Bénin d'Ima. Il faut réorganiser tout ce travail pour que chacun sache que même si je l'industrialise, même si je produis et que je dois mettre ça sur le marché béninois, il faut que je mette le nom dessus pour que au moins le travail soit valorisé. Il y a d'autres personnes qui quand même ont des clients vers l'extérieur. C'est vrai, Corona a bouleversé un peu ce schéma-là et qui ont des clients à l'extérieur qui font une production massive et puis ça prend l'avion et ça part. Donc ces choses quand même montrent quand même que au Bénin, il y a l'industrialisation même si ça ne nourrit pas encore correctement. D'accord. Oui, je demandais ce que vous attendez de cette industrialisation-là. Monsieur Alain. Alors, je pense qu'il est préférable que ce soit à notre propre niveau, que l'on se donne plus dans ce que nous faisons. Certes,
nous faisons du mieux que nous pouvons pour bénéficier vraiment du travail que l'on fait. Mais selon moi, la majeure partie de ce corps-là, de ceux qui sont dans ce corps-là, se limite qu'à leur clientèle. Si l'on essaie de viser un peu plus loin, que l'on se lance plus, que l'on se donne plus de défis et tout, ça pourra plus nous avantager. Parce que certes, nous avions, pour la plupart, ont une large clientèle et ils se disent qu'ils sont autonomes grâce à ça. Or, ils font un bon boulot. Il y en a pas mal qui aspirent et travailler avec eux, mais ils préfèrent se limiter à leur zone de confort, ce qui est, je ne sais pas comment expliquer correctement, ce qui tue un peu l'industrie, parce que en quelque sorte, il y a des mécènes qui veulent vraiment investir dans ce domaine. Maintenant, vu la qualité du travail que ce dernier fait, ils préfèrent plus se focaliser et travailler avec cette personne. Or, cette personne ne veut pas s'ouvrir. Donc, en partie, selon moi, je dirais que l'industrie de la mode a plus, comment dirais-je, aura un plus si nous nous ouvrirons. Si nous nous ouvrons, je veux dire. Excusez les termes. De mon côté, ce que moi j'attends de l'industrie de la mode béninoise, c'est que nous nous réorganisons vraiment et que dans les industries, il y a toutes les autres branches qui se lient au métier de la mode. C'est-à-dire, quand nous prenons la mode, il y a beaucoup de métiers qui sont dedans. Il y a le textile, le mannequinat et tout. Donc, dans chaque industrie, il y a ces différents types de métiers qui accompagnent le travail fait par le modéliste ou bien le couturier et tout. Donc, aujourd'hui au Bénin, nous n'avons pas ça. Nous ne sommes pas spécialisés dans un domaine donné. À la fois, tu es styliste, tu es modéliste, tu es couturier. Donc, ça retarde vraiment l'évolution de l'industrie béninoise. Est-ce que la spécialisation va vous avantager? Puisque si vous avez toutes les cordes à votre arc, ça vous fait peut-être plus un gain de plus. Maintenant, est-ce que si chacun prenait son domaine, ce qui est recommandé, cela arrange? Bon, c'est vrai que être styliste, modéliste, couturier à la fois, ça nous permet de gagner notre vie. Mais je crois que si on peut décider de se spécialiser, ça avantagera mieux. Parce que travailler aussi en équipe, c'est un avantage. Mais est-ce que les consommateurs accompagnent? Puisque vous allez être peut-être chacun dans son couloir, mais est-ce que le consommateur valorise vos œuvres? On a dit sur le premier plateau, on ne comprend toujours pas l'esprit dans lequel est le créateur ou le designer. Donc du coup, c'est bizarre. On n'a pas envie d'arborer ce truc qu'on ne comprend pas et dans lequel on ne se sent pas à l'aise. Alors que l'autre, c'est une idée, une innovation même pour lui. Donc, est-ce que les clients, les consommateurs accompagnent cela déjà pour que cette industrie je dirais que réelle? Les consommateurs n'accompagnent pas cette idée au fait. Parce que je prends l'exemple du canevas. Quand tu confectionnes une tenue canevas aujourd'hui, ça coûte cher parce que déjà le tissu, c'est cher. Sans la couture, sans le modèle, le tissu est cher. Maintenant, si un client ou bien une cliente vient chez toi, tu lui dis que bon, ce modèle, je te laisse à 30 000. Il préfère aller dans la friperie pour payer une tenue qui l'arrange et puis c'est fini. Maintenant, nos tenues sont plus valorisées à l'extérieur qu'à l'intérieur du pays. Or, la tendance aujourd'hui, c'est de valoriser nos tissus, c'est de valoriser le local. Mais si on doit vraiment se spécialiser, je crois que la clientèle n'accompagne pas vraiment. Mais c'est une doléance aussi on les demande sincèrement ne nous demandez pas, parce que moi j'ai bien envie de faire cette coupe-là, par exemple. Vous allez me harceler avec 25 000 minimum. Puisque après tout, c'est du canevas. Donc, du coup, si moi, je n'ai pas 25 000 et que j'ai envie de faire ça, donc ne me demandez pas. Bon, en fait, c'est compliqué. La mode aussi, c'est un truc d'orgueil. Hein.
Il y a cette partie où si tout le monde pouvait s'offrir tout, il y a certains clients qui se retrouvent mal à l'aise dedans parce qu'ils veulent porter certaines choses qui sont quand même pas à la portée de tout le monde. Donc, il y a ces catégories de modèles. Quand c'est créé, on sait que c'est telle catégorie de personnes qui doit acheter ça. Et on fait des défilés, on invite ces catégories de personnes qui se retrouvent dans cet environnement-là et qui achètent. Maintenant, pour le commun, le tout peut être fait, mais bon, tu verras du canvas à l'apparence, mais peut-être c'est un faux tissu. C'est toutes les catégories aujourd'hui qu'on est obligé de présenter. On présente un truc qui est fait bien, avec un bon tissu, pour cette catégorie de personnes quand même qui ont les moyens. Et ceux-là, quand même, plus qu'on veut gagner sur toute la chaîne, on prend ceux-là aussi qui veulent avoir cette imitation-là. Mais on essaie de varier un peu le modèle pour ne pas tuer le truc du créateur. Parce que le créateur doit gagner son argent. C'est pourquoi la première personne à qui on a signé, on vend ça cher. Mais les autres qu'on libère dans l'industrialisation, il y a quelque chose qui n'est pas avec, qui ne va pas avec, quoi. Et ça fait que, bon, on rentabilise le même modèle qui est sorti, produit en quantité. Parce que dans l'industrialisation, en fait, c'est le même modèle qu'on reproduit, peut-être, c'est pas une robette comme ça, et il y a une tonne sur le marché, même, bon, les couleurs peuvent différer, mais bon, l'inconvénient, c'est que tu peux aller à une fête et puis tout le monde vient avec. Donc, il y a ce... Alors que... tu te sens gêné. Si tu as de l'argent, tu as un peu d'ego, tu te sens gêné. Mais ça arrange une catégorie de personnes. C'est comme le modèle qu'il a fait, par exemple, pour industrialiser ça. Il a sorti, il a porté, il a eu la jouissance de ça. Mais maintenant, il peut libérer ça et les gens prendront le modèle. Mais il faut que ceux-là, au fait, parce qu'il a dit un truc qui me fait là. Ceux-là qui sont les stylistes, ceux-là qui produisent, qui peuvent embaucher des ouvriers, doivent aujourd'hui amener un test à signer avec ceux qui travaillent avec eux. Parce que dans la mode, il y a ce schéma-là, que si je te donne le modèle, il ne faut pas que quand le jour tu me quittes, tu reproduis, ou bien tu achètes des tissus dans le noir et tu crées les choses dans mon commerce. Il y a ce schéma-là qui fait que les stylistes, les couturières sont très fermés. Quand tu veux voir leur modèle, ils te chassent un peu de leur table pour que tu ne revendes pas ça moins cher dans le noir. Il y a des ouvriers que tu peux embaucher qui vont travailler avec toi, mais au fur et à mesure qu'ils travaillent, ils voient comment tu as agencé ce modèle-là. Ils proposent ça à leurs clients alors qu'ils sont avec toi. Ce que tu as sorti, tu ne vends pas. Et eux maintenant se mettent en concurrence avec toi alors que tu les payes pour le même travail. Donc il faut créer un test pour faire signer un accord pour dire voilà le modèle que tu as créé, que tu m'as vu faire, où tu travailles, tu n'as pas le droit de reproduire quelque part. Comme ça va amener les autres à intégrer les gens, à avoir une équipe avec eux sur le terme qui sera défini. D'accord. Alors, qui de vous a déjà peut-être fait un défilé? Vous? Oui. Déjà. Qu'est-ce que vous présentez souvent dans un défilé? Bon, personnellement, je ne peux préciser parce que j'ai fait pas mal de défilés, j'ai voyagé un peu, mais je m'accentue plus sur les tenues street. C'est-à-dire? Du streetwear, mais un streetwear, ok. Du streetwear, mais qui ont des touches africaines, dont les matières principaux sont africains. Vous avez fait un défilé? Oui. Vous avez présenté quoi? Bon, j'ai participé à l'un des défilés de mode de Monsieur Ulrich, celui qui vient de passer. Je crois que c'est en 2021. Je suis plus dans le local. Le local? Oui. D'accord, le local avec le canvas ou bien... Oui, avec le canvas et aussi avec le was. Avec le was. Oui. Et ça donne quoi? J'ai bien envie de voir. Bon, peut-être une autre fois. On conclut en disant que nous sommes encore dans du mimétisme à l'image de notre culture. Nous essayons de mélanger le tradit avec le moderne, avec donc nos pains d'ici. Et notre tendance, elle est intemporelle. Nous sommes plus dans l'intemporalité et également quelquefois dans le classicisme.
Nous n'avons pas une réelle industrie de la mode, mais les acteurs s'échinent pour que cette industrie soit installée, pour que ce défi soit relevé. Merci à vous, Madame Dossuovo, pour votre temps. Merci, Madame Chloé. Merci également, Monsieur Allé, sans oublier Monsieur Nankban et Monsieur Tossou, qui étaient du premier plateau. Merci aussi à vous, Mesdames et Messieurs, de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, si Dieu le veut.